Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bien-être. Ravi de passer une heure en votre compagnie. Alors, c'est bientôt la fin des vacances, le mois de septembre est tout proche et déjà, vous redoutez le retour au quotidien. Le travail, les enfants, la maison, tout ça a tendance à vous envahir très très vite et du coup, le bénéfice des vacances se fait très rapidement oublier. Alors forcément, vous vous demandez comment rester sur cette vague d'énergie impulsée par l'été, comment attaquer cette nouvelle rentrée sans être trop stressé et comment ne pas être fatigué dès la première semaine ou le premier mois, si vous êtes très résistant. Eh bien, c'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre avec nos invités. Une conceptrice de jardin Feng Shui, Nathalie Normand. Bonjour à vous aussi. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Alors vous êtes l'auteur de ce livre, Mon jardin Feng Shui et moi, paru chez Guy Trédaniel, éditeur. Vous créez des jardins, en fait, en respectant le paysage et la biodiversité. Et vous allez tenter de nous apprendre, parce que c'est pas simple. J'ai lu votre livre hier et c'est pas simple. À améliorer l'énergie de notre jardin afin de pouvoir s'y ressourcer, d'oublier ses soucis et surtout de créer un lieu de partage et de convivialité. C'est quand même à ça que ça sert, les jardins. Voilà, un jardin personnalisé. Bon, du coup, on va plonger dans le bonheur vert. Ça va faire du bien. Avant de se lancer, je vous propose un petit tour d'horizon avec Rim Boumesrag qui nous propose de dynamiser le quotidien. Oui, mais comment ? Métro, boulot, dodo, qui n'a jamais été victime de la très célèbre routine. Vous savez, ces petites tâches quotidiennes qui nous donnent l'impression que chaque jour se ressemble. Et il y a même pire. Environ 20% des Français qualifient leur travail d'ennuyeux selon un sondage TNS Sofres. Allons, il existe 1000 solutions assez simples pour dynamiser son quotidien. Sorties entre amis, lecture, shopping... Alors oui, d'accord, ça on connaît. N'existerait-il pas quelque chose de plus original ? Eh bien oui, une activité anodine en apparence, le jardinage. Alors quel rapport, me demanderez-vous ? Eh bien le jardinage, c'est bon pour l'esprit. 4 à 6 minutes au contact de la verdure permettent de se détendre. Mais c'est aussi bon pour le corps. Tailler ses rosiers, bêcher la terre ou labourer son potager, c'est en quelque sorte comparable à la pratique du sport. 3h30 de jardinage valent pratiquement 2 heures de jogging. Allez, tous à vos pelles ! Alors Nathalie, c'est si physique le jardinage ? Écoutez, je suis absolument rassurée parce que l'autre jour j'ai fait 8 heures de jardinage d'affilée. Donc si 3 heures égale 2 heures de jogging, je suis très contente, j'ai dû en faire 6 quoi. Donc c'est formidable. Vous êtes en pleine forme. Vous soutenez le fait que l'on puisse trouver bien-être et sérénité dans son jardin à condition de respecter quelques règles. C'est le message que vous passez dans votre livre. Vous nous le confirmez ? Voilà, tout à fait. Moi j'ai constaté en faisant un petit peu comme tout le monde, en allant chercher du bien-être pour soi et en pratiquant des gymnastiques énergétiques telles que le Qigong ou le Tai Chi, qu'on nous demandait une chose, c'était de ne penser à rien. Et moi, j'y arrivais pas en cours. C'est très dur. En général, il y a 10 000 images qui se bousculent dans la tête à la seconde. Donc, j'imaginais un olivier avec des lavandes et puis j'étais dessous tranquille en train d'être bien dans mon corps et dans mon esprit et dans mon âme. Mais j'arrivais pas à penser à rien. Et puis un jour, en jardinant, je me suis rendu compte qu'effectivement, je ne pensais à rien. Et je me suis dit... Vous étiez en train de bêcher la terre. Exactement. Et je me suis dit, tiens, c'est ça. J'ai compris, c'est ça. Ce que les orientaux essayaient de m'expliquer, puisque je suis une occidentale, je l'ai compris en jardinant. Mais il y a justement, puisque vous en parlez, un proverbe chinois que vous citez dans votre livre qui dit « La vie débute le jour où l'on commence un jardin ». Effectivement, le jour où on arrive à être en osmose directe avec la terre, c'est ça ? Exactement, parce que là, on va ressentir des énergies qui sont présentes, qui nous en donnent quand on en manque. Si on est stressé, on peut se mettre en contact avec un arbre et à ce moment-là, l'arbre va nous apporter quelque chose. Si on a trop d'énergie aussi, on peut lui en donner un peu. Peut-être pas lui en donner, mais évacuer le fait d'en avoir trop, donc réguler ses énergies. Bon, ça, c'est une bonne technique. Mais là, on a parlé des jardins. Les gens qui nous regardent et qui ont un balcon ou une terrasse, ils ont possibilité, eux aussi, d'extérioriser ? Alors, on fait beaucoup de balcons et de terrasses, effectivement. Parce qu'on cherche de plus en plus à les verdir. Les gens en ont assez d'avoir que, par exemple, des géraniums, comme ça se fait. J'ai participé très souvent au concours. Ça, c'est la vieille époque, quand même. Non, mais participez au concours des balcons fleuris de votre ville et vous verrez que, vous voyez, vous avez 90 personnes qui concourent avec géranium. Bon, et c'est vrai qu'une année, on avait un petit peu mis la barre un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on avait dit que la personne
personne qui aurait un jardin, enfin un balcon qui lui ressemble original, serait primé plus que par rapport à quelqu'un d'autre. Les géraniums, ça apporte quelque chose ou pas? Savoir si on peut tout de suite les ranger au placard? Non, c'est très beau, il ne faut pas critiquer les géraniums, mais ne faire que ça. Il y a des géraniums qui sont odorants, il y a des géraniums qui sont complètement vivaces, puis il y en a d'autres que vous mettez pour l'année, et en plus, c'est une plante qui soigne. Moi, je m'en sers un petit peu quand, par exemple, mes enfants ont des problèmes au niveau des yeux. Je me sers d'un petit peu de feuilles de géranium. Pourquoi? Pour les petites conjonctivites, ce genre de choses? Voilà, exactement. Mais il faut savoir le faire aussi. Oui, on ne peut pas faire ça tout seul chez soi, arracher sa feuille de géranium et frotter les yeux de ses enfants avec. Il faut avoir étudié un petit peu la naturopathie de façon à pouvoir apporter ce dont Mais on rappelle que vous, c'est quand même un peu votre spécialité. Voilà, donc vous ne faites pas ça au hasard. Alors je ne donne pas la recette comme ça. Comme ça, on est tranquille. Voilà, on est tranquille. Personne ne le fera. Alors, votre livre, c'est Mon jardin, Feng Shui et moi. Feng Shui, on l'a tous plus ou moins entendu, mais réellement, si on demandait aux gens, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Beaucoup de gens diraient, c'est quand on se sent bien. Mais c'est quoi vraiment le Feng Shui? Il y a une traduction certainement. Tout à fait. Le Fen, c'est le vent, c'est l'air que vous respirez. Donc vous en avez besoin chaque jour. Oui, sinon on arrête de vivre. Voilà. Tout de suite. Vous avez tout compris. Et le Shui, c'est l'eau. Donc si vous arrêtez de boire aussi, vous arrêtez de vivre. Donc vous pouvez vous passer de nourriture, mais ni de respirer, ni de boire. Donc ce sont les deux éléments essentiels qui existent tout autour de nous, dans le corps et dans le paysage. Dans l'air et l'eau. Donc dans le jardin, important d'avoir une bonne circulation d'air. Voilà. Et une présence d'eau. Une présence d'eau. C'est forcément, faut que ce soit quelque chose d'important ou pas? Parce qu'on parlait des balcons. Non, parce ça que peut être un tout petit point d'eau. C'est vrai que quand on a une petite terrasse, on ne peut pas avoir une grosse mare. Hein, ça, c'est une évidence. Donc, on va aller se précipiter à acheter peut-être une petite fontaine qu'on branchera quelque part. Mais il y a différents systèmes qui permettent d'avoir la présence de l'eau et la sonorité de l'eau. Oui, le son, c'est important aussi. Voilà, tout à fait, oui. On y reviendra un peu plus tard dans la discussion, mais effectivement, il y a une vraie importance du son dans le jardin aussi. Alors, comment est-ce qu'on peut ressentir et penser l'environnement afin qu'il puisse devenir vraiment une source d'équilibre et d'harmonie? Parce que ça, c'est... Enfin, quand on nous dit ça, on se dit, oula, quel vaste programme. Je vous répondrai, faites-le comme vous le sentez. Il n'y a pas de recette. Arriver à revenir aux instincts naturels. C'est ce que j'explique dans mon livre, parce que tout le monde pense que le Feng Shui est on va dire peut-être un art, une technique, une science que vous voulez. Vous mettez le mot que vous voulez derrière, qui est une technique asiatique. Or, chez nous, on savait déjà faire ce qu'on appelle l'art de la pierre levée. Hein? Alors, l'art de la pierre levée, racontez-nous, parce que moi, en Bretagne, les pays celtes, les menhirs, les dolmens. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, c'est exactement un petit peu la même chose, puisqu'on travaille sur l'énergie de santé du lieu. Donc, on va aller poser une pierre à un endroit où l'endroit est positif dans un certain sens, voilà. Et donc, tous les compagnons maçons connaissent ça, c'est-à-dire qu'on va choisir la pierre, on va choisir le sens, et on va choisir le point où on va la poser. Alors, comment est-ce qu'on choisit une pierre ? Parce que le commun des mortels, si vous lui dites de choisir une pierre, il va choisir parce qu'il s'il la trouve jolie. Eh bien, pourquoi pas? Donc ça marche aussi. On n'est pas obligé d'avoir des vraies connaissances, en fait. Faut la ressentir. Faut la ressentir comme étant positive. Et tout le monde est capable de se poser pour ressentir cette énergie positive? Je pense que en chaque personne, on a assez de ressources si on arrive à retrouver justement nos capacités corporelles. Il faut réussir à dépasser le stade de la confiance en soi. Être bien dans ses baskets. Écoutez, moi j'ai des élèves qui arrivaient absolument à rien en géobiologie. En fait, c'était les plus doués. Donc, et ils n'en avaient pas conscience parce qu'ils ne savaient pas comment utiliser ce qu'ils ressentaient. Oui, c'est ça aussi. On peut ressentir des choses et ne pas savoir s'en servir. Voilà. Donc, dans ce livre, j'explique qu'il n'y a pas de différence entre faire un jardin Feng Shui occidental ou oriental. Quel que soit le jardin que vous ayez envie de créer,
vous pouvez utiliser toutes les bases du Feng Shui pour créer ce que vous ressentez. Ça vous aide. En fait, c'est un outil pratique. Donc, on parle des symboles, des formes, des couleurs, des secteurs, le secteur du couple, etc. Donc, vous allez chercher dans ce livre, parce qu'il y a quand même 368 pages, donc vous allez chercher dans ce livre ce que vous avez envie d'y trouver. On parle de l'énergie des arbres, l'énergie des pierres, on parle de beaucoup de choses. Alors, on était en train de parler des pierres. Comment la choisir? Ça peut être simplement parce qu'on la sent bien, on va le dire comme ça. Quand on doit l'installer quelque part, on s'y prend comment? Alors, il faut avoir... c'est dommage qu'on n'en ait pas là. Ça a failli, hein, mais ça a raté. Ça a failli. Si c'est une petite pierre, vous pouvez ressentir le côté sur lequel vous devez la mettre. C'est-à-dire que quand vous allez la prendre dans vos mains, il y a un côté plus lourd qu'un autre. Et c'est le côté qu'on appelle terre. L'autre côté, c'est le côté ciel. Oui, donc il y a une face qui nous ramène au sol et une face qui nous élève. C'est très étonnant. Vous prenez un galet dans vos mains et vous le faites tourner. Vous sentirez vous-même qu'il y a un côté qui est plus lourd. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc déjà, la mettre dans le bon sens. Parce que si je vous demande de marcher toute la journée, la tête en bas, les pieds en l'air, je pense que ça ne va pas être très bon énergétiquement pour vous. Non, puis je pense que je ne vais pas y arriver du tout. Non, c'est sûr. Donc une pierre, c'est un petit peu ça aussi. Mais bon, quand on a des blocs d'une tonne à poser, comme ce qui m'arrive régulièrement de faire dans des entreprises ou ailleurs, oui, là, vous pouvez pas là, on ne peut pas tourner la pierre. Donc dur. Il faut... Même avec des gros muscles. Hein. Il faut avoir l'expérience de cette pierre. Ensuite, il faut, une fois qu'on a trouvé le sens, il faut trouver l'endroit précis. Bon, là c'est très technique. On ne va pas rentrer dans la technique aujourd'hui parce que ça, je l'enseigne à Versailles, au Potager du Roi, en formation continue. Les gens peuvent venir apprendre à faire ça s'ils en ont envie. Sans rentrer dans le détail, comment est-ce qu'on peut définir l'endroit? C'est par rapport à un canevas préexistant Dans la terre, c'est un petit peu comme dans votre corps. Vous avez des points d'acupuncture. Il y a des endroits qui sont positifs et des endroits qui sont négatifs et d'autres endroits qui sont neutres. Les bâtisseurs de cathédrales connaissaient très bien ça puisqu'ils positionnaient la cathédrale à un endroit particulier de façon à ce que l'énergie soit puissante à l'intérieur pour différentes raisons. On ne va pas non plus rentrer dans le domaine, sinon on en a pour des heures. Mais nous allons rester 1 heure ensemble, Nathalie. Bon, alors. Non, notamment pour prier, mais aussi pour soigner, parce que ces endroits-là sont faits pour les deux, mais on a oublié tous ces savoirs. Et donc, on va choisir l'endroit. On peut faire des tests. Alors, soit avec des baguettes de radiesthésie, soit avec un pendule. C'est les fameuses petites baguettes qui aident à trouver les sources d'eau, c'est ça? Soit avec le corps en faisant un test kinésiologique. Ah. Voilà, une baguette de radiesthésie, je vous en montre une. Voilà. Ça, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que je suis assise à un bon endroit? Je peux poser la question. Est-ce que vous êtes sur un point positif? Pourvu qu'on vous dise oui. Grâce au Feng Shui, on pouvait trouver le meilleur endroit et le meilleur moment pour planter telle ou telle plante. Quelles sont les plantes qui redynamisent vraiment, qui apportent beaucoup d'énergie? La plante qui est classiquement employée en Feng Shui, c'est le bambou, qui représente l'énergie de la santé, le dragon, dans toutes les cérémonies qu'on peut voir pour le Nouvel An chinois. On a tout ça. Ça envahit bien nos jardins, c'est sûr. Bon, il faut quand même y faire un petit peu attention parce que ça peut devenir envahissant. Sinon, ça a de très belle qualité, c'est-à-dire que c'est toujours vert. Ça se défeuille très peu, le bruissement est agréable et puis ça comporte les qualités de santé, de vertu, de longévité symboliquement attribuées par le Feng Shui. Et il y a un petit message qui est donné par cette philosophie qui est que le bambou peut ployer sans casser. Oui, donc on peut lui faire supporter beaucoup de choses. Voilà. Donc quand on va dans son jardin, on peut en gros lui envoyer toutes ces mauvaises ondes et il s'en sortira très bien. Mais c'est vrai que si on a une terrasse ou un balcon, et j'en voyais un l'autre jour très joli là où j'habite, la personne avait la vue sur un très beau sapin. Et pour ne pas voir quelque chose d'un petit peu pas très joli à voir, elle avait mis toute une série de bambous. Et on sentait bien que sur cette petite terrasse balcon, il y avait quelque chose d'agréable, quoi. Parce qu'il suffisait juste à faire un paravent et du coup, on était isolé du reste. Mais là, c'est du vivant, c'est pas de la matière, on va dire, on coupe pas avec normalement un inerte. Bon, rien n'est inerte chez nous, mais bon, on va dire que
Une palissade en bois, ça nous paraît inerte, même si ça ne l'est pas. Oui, c'est du bois qui est plus vivant, de toute façon. Oui. Mais cette petite terrasse était tellement bien aménagée que je me serais bien invitée à prendre le thé, quoi. Donc si la personne qui a mis ce bambou sur sa terrasse se reconnaît, elle peut nous envoyer un message et qu'on transmettra à Nathalie, qui sera ravie de venir boire le thé chez vous. Alors Nathalie, dans votre livre, vous expliquez que pour créer le jardin idéal, il faut préserver la santé du chi. Du chi ou le chi, comme on dit? L'énergie. C'est l'énergie. C'est mieux, c'est plus facile à dire pour moi comme voilà, ça va mieux. Hein. Le ki, le chi, vous retrouvez ça dans tous les noms, qigong, tai chi, reiki. Oui, dans tous les arts martiaux, on en parle. Que ça soit japonais, chinois, tibétain. On retrouve ça dans toutes ces gymnastiques énergétiques. Alors comment est-ce qu'on le mobilise? Tout simplement en le dirigeant. L'expert Feng Shui ou le maître Feng Shui ou le conseiller Feng Shui, maintenant il y a différents noms qui sont affectés aux personnes qui pratiquent le Feng Shui, est en fait un conducteur de dragon, c'est-à-dire un conducteur d'énergie. Donc si vous avez un jardin, récemment là j'ai eu un jardin à faire de 2000 m² où il n'y avait absolument rien, donc il faut imaginer... Vous êtes arrivé, il n'y avait que de la terre. Voilà, exactement. On vous a laissé libre de tout choisir? Tout, carte blanche, j'adore ça. Vous avez dû être heureuse. Oui, parce que c'est rarissime, parce qu'on propose des plans gens. Très souvent, ils les acceptent parce que ça correspond au lieu et ça correspond à la personne. C'est comme ça qu'on travaille. Mais bien souvent, après, il y a des questions de budget. Donc, ils font ça par étapes. Donc, le tout est de ressentir l'énergie qui existait naturellement avant que tout soit détruit dans cet endroit. C'est particulier quand même, parce que ce terrain de 2000 m² où il n'y a plus rien, juste une maison au milieu, avant il y avait quelque chose. Il y avait peut-être une petite rivière, il y avait peut-être une forêt, il y avait peut-être une prairie, donc il y avait différentes choses. Il faut retrouver cette qualité originelle et connaître un petit peu quels sont les passages favoris de l'énergie, et là où va passer par exemple naturellement un chat ou un chien. Mais ça doit être difficile pour vous parfois, parce qu'en fait, vous êtes en train de me dire que vous êtes une sorte d'éponge à émotions, à histoire, à vie. Donc quand vous arrivez sur un lieu, vous absorbez tout ça? Je lis l'espace et je ressens ce qui préexistait avant. Vous expliquez bien qu'on peut accroître donc la qualité du chi par les 5 sens, puisque comme c'est une question d'énergie qui circule, la vue, l'ouïe, le toucher, enfin tous nos sens sont en éveil et on va dire un peu titillés par cette énergie qui circule. Comment est-ce qu'on peut justement utiliser tous ces sens pour l'accroître encore plus, si on ne fait pas appel à vous et qu'on est tout seul chez soi? Il faut qu'on se débrouille. Justement, en pratiquant des gymnastiques énergétiques qui permettent de mieux connaître notre corps et de mieux ressentir tous les capteurs corporels qu'on peut avoir sur soi. C'est sûr qu'on est très bien sur ce plateau, mais on est largement mieux dans un jardin. Hein, et ça, tout le monde peut le ressentir, puisqu'on a fait tout à l'heure des tests derrière. Entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, on a fait des tests dans la salle de maquillage, sur la terrasse, face à la scène, etc. Donc on a bien vu qu'on ne ressentait pas, toutes les personnes qui étaient là ne ressentaient pas du tout la même chose. Donc chaque personne est capable de ressentir si un endroit est agréable ou n'est pas agréable. Alors qu'est-ce qui bloque justement cette énergie et comment est-ce qu'on pourrait le combattre en fait? Il y a des choses qu'il faut peut-être jamais faire, des erreurs à ne pas commettre dans son jardin. Les grossières erreurs, c'est de faire des allées toutes droites qui vont directement de la rue à la porte d'entrée. Parce que la porte d'entrée de la maison ou du jardin correspond à l'énergie, à l'air, au chi que vous absorbez par le nez ou par la bouche, donc qui entre dans votre corps. Et la maison ou le jardin représente le corps de la personne qui habite le lieu. Donc on va éviter de faire des lignes droites comme ça, de façon à éviter d'agresser. Oui. Donc les premiers principes, c'est d'avoir des courbes. Hein. Alors pourtant aujourd'hui, on parle de plus en plus de lignes assez carrées. Là. Les choses design, elles sont quand même très dessinées avec des angles et tout. Écoutez, moi j'ai beaucoup d'amis architectes qui me disent que quand ils font leur concours, ils aimeraient bien faire plus de formes rondes, comme on fait un petit peu en Allemagne, des maisons un petit peu plus avec des toits ronds, des entreprises comme ça. Mais ils ne sont jamais primés pour ça. Ils sont toujours primés pour des bâtiments où ils font des pointes parce que c'est à la mode. Donc ils ont des projets dans leur carton qui sont magnifiques, mais ils ne les présentent jamais pour gagner leur concours parce que... ou alors ils vont à l'étranger. Et à l'étranger, ça marche très très bien. Ou en Orient. En Orient, mais en Angleterre ou aux États-Unis, ce type de projet marche très bien.
Donc ils sont déjà, ouverts, ça va pas tarder d'arriver chez nous. Ça grignote déjà la France pas mal. Il y a quand même pas mal de maisons qui se font différentes. Oui, avec des moitiés de toit arrondis. Voilà, exactement, des verrières, du bois, tous les matériaux écologiques qu'on peut utiliser. Alors vous parlez aussi du yin et du yang. C'est quoi ces deux opposés ? Ce sont deux opposés complémentaires. Le yang correspond à l'énergie masculine, le yin correspond à l'énergie féminine. Et les deux ensemble, c'est l'osmose. Vous le savez, nommer une femme ensemble, c'est l'osmose. Voilà. Alors, à quoi ça sert justement dans la création du jardin Feng Shui, ce yin et ce yang ? Alors, le yin et le yang, concrètement, dans le jardin Feng Shui, le yang, c'est quand, par exemple, vous avez un espace qui est complètement paysager, qui est tout ouvert. Donc, il est complètement yang parce qu'il n'y a que du soleil. C'est un truc pas gentil. Le yang, c'est l'homme, c'est les orties, donc c'est avant qu'on aménage. Non, c'est pas du tout ça. Et le yin, c'est la femme, c'est une fois que c'est tout fait, tout joli. Et imaginez que vous ayez un jardin où ça soit carrément une vraie forêt, quoi. Je veux dire, là, il y a trop de yin, il y a trop d'ombre. Donc, le yang, ça va être les parties trop ensoleillées, le yin, les parties trop à l'ombre. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux tout autour de votre jardin. Il faut que vous ayez cet équilibre, que cet équilibre soit respecté. Très bien. Ça, c'est un exemple. Vous me lancez sur un exemple qui, avec la lumière, on est plus ou moins éclairé. C'est important d'éclairer son jardin ? On peut se dire, moi, j'y vais jamais la nuit, je ne vais pas éclairer mon jardin. Oui et non. C'est vrai qu'en tant que feng shuiste, je vous dirais qu'il faut que votre porte d'entrée soit éclairée. Bon, alors ça mange pas de pain. Que les allées soient éclairées. Mais bon, c'est bien de laisser le jardin se reposer la nuit. C'est bien d'éteindre aussi. Donc on met un petit peu plus de lumière l'hiver si on ressent qu'il y a un manque énergétique dans un secteur. Mais ce sont des petites recettes qu'on utilise ponctuellement, on va dire. D'accord, donc vous avez dit là plutôt sur l'entrée, sur l'allée, en tous les cas des parties plus qui servent à accueillir en fait, celles où on reçoit les amis. C'est vrai que c'est agréable d'avoir la zone sociale éclairée, surtout si c'est un petit peu sinueux avant d'arriver à la porte d'entrée. Pour indiquer le chemin. Voilà. Mais j'ai des personnes qui me demandent des consultations et qui ont la porte d'entrée derrière la maison et les gens viennent frapper à la baie vitrée du salon parce qu'elles n'ont pas compris que la porte d'entrée était derrière. C'est logique. Je veux dire, elles vont logiquement où l'énergie les emmène. Donc on restructure les allées de façon à ce que chacun ressente le besoin de faire le tour de la maison. Oui, quand on ne peut pas changer la porte d'entrée de place, ce qui comprend beaucoup de travaux et beaucoup de frais, quelquefois on peut tout simplement amener avec le paysagement une solution. Oui, sans forcément mettre des barrières qui empêchent d'approcher le bord de la maison. Voilà, mais que les gens ressentent instinctivement que c'est par ici que ça se passe. C'est par ici et non par là. Et alors, pour optimiser cette partie accueillante du jardin, il y a des petites astuces qu'on pourrait donner ? Alors, vous parlez donc de la zone d'accueil qui est la partie qui comprend la porte d'entrée. Donc, il faut le personnaliser au maximum. Je regrette... Quels que soient nos goûts. C'est-à-dire, même si on est un peu foufou, avec des goûts très extravagants, c'est génial. On peut se lâcher. Vous allez en Angleterre, vous ne voyez que ça. Vous venez chez nous, vous voyez toujours les mêmes choses. Donc, il faut personnaliser, rechercher, créer. Si vous êtes créatif, il vaut mieux créer que d'acheter. Il y a une chose qui est très déconcertante quand on arrive, c'est qu'on voit systématiquement les poubelles. Alors, c'est vrai que j'arrête pas de le dire à la télévision, à la radio. Pitié. C'est-à-dire que quand vous vivez quelque chose à l'extérieur, quand vous arrivez, vous le mettez à la poubelle. Et quand vous vivez quelque chose chez vous, quand vous ressortez, psychologiquement, vous le mettez à la poubelle. Et toujours en Angleterre, on les cache. Et on les cache tellement bien. Moi, j'ai vu des caches en fer forgé. J'avais l'impression que c'était des outils précieux qui étaient à l'intérieur. Non, c'était les poubelles. Mais je ne pouvais pas m'imaginer que c'était ça. Donc, on peut les laisser devant sa maison, mais il faut les cacher, quoi. Voilà, c'est facile de faire une petite pergola avec avec quelques capucines qui grimpent ou autre chose. Comment est-ce qu'on choisit justement les matériaux ? Là, vous avez dit fer forgé, mais on peut utiliser du bois, on peut utiliser beaucoup de choses. Alors, dans le livre, on vous donne vous avez d'abord un transparent devant qui vous permet de le superposer à votre plan de jardin. Je vous écoute. Voilà, donc il y a les orientations cardinales. Hop. Et donc à l'intérieur, ce transparent va vous permettre de voir tout de suite si votre porte d'entrée est à l'ouest, ça sera plutôt du métal et des couleurs terre. Donc vous allez voir ce qui vous est proposé à l'intérieur.
D'accord, donc ça, il faut le positionner sur un plan du jardin? Vous prenez un plan de masse de votre propriété et vous arrachez Oh non, le quand transparent même. du livre. Mais c'est fait pour ça. Normalement, ça doit bien Il doit se décoller tout seul. Se décoller, oui. J'ai demandé à ce que ça soit facilement décollable. Pas trop quand même pour qu'on puisse... Bon, vous adresserez à l'éditeur. Bon, je le ferai après. À Très Daniel. Et vous le positionnez sur votre plan. Donc c'est facile, vous mettez le nord sur le nord. Hein, sur tous les plans de masse, vous avez le nord qui est indiqué. Là, le nord est indiqué aussi. Et vous regardez un petit peu comment ça se passe. Vous avez tous les secteurs qui sont indiqués. Donc le secteur du couple, le secteur renommé, le secteur des enfants. Donc vous regardez un petit peu comment ça se passe chez vous. D'accord, et après à ce moment-là, donc dans le secteur du couple, on essaye de créer des lieux, un lieu un petit peu plus confidentiel, plus intime, plus caché. Au niveau des enfants, c'est là qu'on va déposer des jeux pour eux. On va mettre le toboggan, la balançoire, ou c'est beaucoup plus subtil que ça? Au départ, vous pouvez tout simplement faire, comme je dis, une liste de courses. C'est-à-dire vous superposez cette forme qui s'appelle chez nous un carré magique, mais en Orient ça s'appelle un pakwa ou un bagua ou un lochou encore. Vous le positionnez sur votre plan et vous prenez un papier, un crayon et vous notez tout ce qui ne vous convient pas. Tiens, dans le secteur du couple, il y a les poubelles. Ça ne me va pas du tout. Oui, non, c'est pas bon là. Si le couple se retrouve à la poubelle, ça craint. Voilà. Tiens, dans tel endroit, il y a telle chose. Bon, vous notez tout ça. Et puis après, vous notez aussi avant tout ce qui vous gênait déjà auparavant. Vous comparez. Déjà, vous commencez à travailler là-dessus. C'est déjà très suffisant. Nous cherchons à dynamiser notre quotidien. Alors, on peut le dynamiser, c'est mieux, grâce à différentes techniques de relaxation, mais aussi grâce au jardin. C'est ce dont nous étions en train de parler avec vous, Nathalie Normand. Alors aujourd'hui, il y a deux grandes tendances, moi, que j'ai l'impression qui se dessinent un peu dans les jardins. Il y a ceux qui veulent à tout prix des graminées partout et ceux qui veulent vraiment plein de fleurs, avec plein de couleurs. Mais quoi qu'il arrive, ça reste toujours aujourd'hui, j'ai l'impression, en tous les cas, assez champêtre. On veut des choses très naturelles, pas des choses très classées, organisées. C'est vrai que l'énergie, enfin les jardins de type naturel reviennent bien sur le devant. Ah, première bonne sensation pour moi, j'ai un bon point. Donc on introduit des pierres, on introduit des mousses, on introduit de l'eau, on introduit des sonorités avec des carillons un petit peu intéressants du point de vue des sons. Hein. Et puis... on va travailler les matériaux naturels, c'est-à-dire qu'on fait de la récup. Et donc avec des vieilles lessiveuses, on fait des super bacs. Donc on a fait plein de choses comme ça. Bon, et l'emploi des couleurs, c'est important dans le jardin? Alors l'emploi des couleurs, c'est très important puisque justement tout à l'heure on parlait du yin et du yang. Si on met trop de rouge dans un endroit, ça va être trop excitant par exemple. Et si on met trop de blanc dans un autre endroit, ça va être aussi très fort au niveau yang, mais par contre ça va être l'envie plutôt de pureté. Donc on va équilibrer avec des couleurs. Si j'ai trop de rouge, je vais rajouter des couleurs terre, donc des jaunes, des orangés, des beiges, des crèmes, des marrons. Comme ça radoucit un petit peu. Ça radoucit. Alors, une dernière petite question, un dernier petit point. Si on veut vraiment retrouver la pêche, l'énergie, qu'on a besoin de se faire vraiment du bien, donc certes, on va jardiner dans son jardin parce qu'au moins on est en lien direct avec la terre, mais qu'est-ce qu'on peut mettre qui est vraiment très très fort à part le bambou dont on parlait tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Eh bien, des arbres, ce qui nous fait plaisir, mais bon... Il vaut mieux qu'ils soient grands ou il vaut mieux les avoir petits et assister? Les Anglais disent qu'il faut 10 ans pour faire un jardin, ou plus. Donc, eux, ils commencent par faire le jardin avant de faire la maison. Ils choisissent déjà leurs arbres avant de faire l'intérieur, de façon à gagner du temps. En fonction du budget que vous avez, vous ne pouvez pas toujours mettre un arbre qui vaut 3 000 € dans votre jardin, surtout si vous devez en mettre 10, vous voyez ce que ça fait. Oui, ça tout de suite, ça chiffre. Hein. Et puis, le plaisir de le voir grandir, c'est quand même très agréable, surtout si on a choisi l'endroit où on va le positionner. Oui, si on l'a bien choisi. Merci Nathalie. Donc on retiendra que la patience aussi, prendre le temps de vivre, de respirer et d'être tout simplement. Ne rien ignorer des jardins à Feng Shui. Il y a le livre de Nathalie Normand paru chez Guy Très Daniel éditeur, Mon jardin à Feng Shui et moi, voilà les...